Bien, on va commencer puisque c'est l'heure. Bonjour à tout le monde et bienvenue pour cette deuxième conférence de l'année du cycle des conférences de l'Institut de physique de Rennes. Le programme est maintenant complet, il a été diffusé à l'Institut hier et peut-être à d'autres instituts aussi. Je l'ai donné à Yuna Tonner qui est ici. Et donc cette conférence est un peu particulière parce que c'est une conférence qui a été proposée par Yuna Tonner de l'UFR de philosophie. Et comme on l'avait fait effectivement il y a 2 ans, on avait invité une philosophe des sciences qui était Soisic Le Bihan, qui était venue parler de philosophie de la physique, et en particulier de mécanique quantique, de multimonde, et l'interaction avait vraiment été très intéressante. Donc c'est avec plaisir qu'on a accepté la proposition de Yuna pour inviter de nouveau une collègue philosophe spécialiste des sciences pour ces conférences de l'IPR. Et donc, ce que je vous propose, c'est de passer la parole à Yuna, qui va introduire notre conférencière d'aujourd'hui, Annick Barberousse, qu'on remercie vivement d'avoir accepté de faire cette présentation aux 2 publics, donc 2 philosophes et de physiciens qui sont présents. Et je vois que les 2 parties sont bien présentes aujourd'hui, donc on en est ravis. Et voilà, donc la conférence va durer environ 45 minutes. Et ce qu'on vous propose après, c'est d'interagir, si possible, le plus possible. Et j'espère que ça permettra de créer des liens entre philosophie et sciences, parce qu'on a des spécialistes sur le campus de philosophie des sciences. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas plus de contacts pour l'instant. Donc, j'espère que ça permettra de renforcer ces contacts et de les développer. Voilà, je passe la parole plutôt à Yuna. Merci beaucoup Sébastien. Oui, donc nous sommes très heureux à l'UFR de philosophie d'avoir pu organiser cette conférence en partenariat avec l'Institut de physique de Rennes ce semestre. Donc une conférence en philosophie de la physique. Et nous avons le plaisir d'accueillir à cette occasion Anouk Barberousse, qui est professeure de philosophie des sciences à l'Université Paris-Sorbonne, et qui travaille notamment dans le domaine de la philosophie de la physique, où elle s'intéresse en particulier sur les problèmes liés à l'idéalisation, la modélisation et les simulations numériques. Donc aujourd'hui, elle va nous présenter une conférence intitulée « Que peut-on conclure de l'accord entre modèles et données empiriques ?» Voilà, je vous remercie et je lui laisse la parole. Merci beaucoup Yuna pour l'invitation. Et je suis très heureuse d'être dans l'Institut de physique de Rennes. Dans un passé récent, j'enseignais à l'Université de Lille 1 à l'UFR de physique. Je ne suis pas dépaysée. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un travail que j'ai réalisé en collaboration avec Julie Jebel, qui est actuellement postdoctorante en philosophie de la physique à Louvain-la-Neuve. Et nous avons entrepris depuis plusieurs années un projet de recherche sur l'analyse des simulations numériques. Donc voilà, le contexte général, c'est cette analyse épistémologique des modèles numériques, donc une analyse qui prend comme question directrice celle de savoir comment les simulations numériques contribuent à la constitution des connaissances. Et dans cet exposé, je vais insister particulièrement sur la question de savoir comment les modèles numériques sont validés. Et le point de départ, c'est qu'à propos de la validation des modèles numériques, c'est que d'un côté, l'accord avec les données dont on dispose, les résultats de mesure, par exemple, ou d'autres types de données dont on est comparativement plus sûr que les résultats du modèle. Donc l'accord avec les données, c'est d'une part donc la condition nécessaire de la validité d'un modèle. Parce que si le modèle n'est pas en accord avec les données, c'est sûr qu'on va essayer de changer, presque sûr, dans presque tous les cas, on va essayer de changer quelque chose au modèle. Donc d'un côté, on a ça, et puis par ailleurs, ça demande beaucoup d'efforts pour obtenir l'accord avec les données. La plupart du temps, ça ne marche pas du premier coup. Puis de l'autre côté, on a un problème qui a été identifié pour la première fois par Pierre Duhem en 1906 à propos des théories, qui a trait au caractère holiste des modèles, c'est-à-dire au fait que les modèles arrivent comme des tout solidaires, les différents éléments des modèles sont solidaires face aux données. Donc, à cause de ça, et je vais y revenir longuement dans la suite, l'accord avec les données permet éventuellement de valider un modèle, mais permet plus difficilement de valider les hypothèses théoriques ou les hypothèses explicatives qu'on a mises dans le modèle. Donc le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a une différence bien connue par ailleurs entre valider un modèle et valider les hypothèses théoriques qui le composent. Voilà, donc le point de départ, encore une fois, c'est le contraste entre ces deux considérations. D'une part,
l'accord avec les données est nécessaire, mais d'autre part, l'accord avec les données ne joue pas exactement le rôle qu'on voudrait lui faire jouer, parfois, à savoir valider les hypothèses qui composent les modèles. Donc, ce que je vais faire dans l'exposé, c'est essayer d'éclairer le rôle exact que joue l'accord avec les données dans l'évaluation des modèles numériques. Alors, bien entendu, les modèles viennent sous des types très différents, et c'est bien connu, et donc, vraisemblablement, la réponse à la question de savoir, finalement, quel est le rôle que joue l'accord avec les données dans la validation des modèles, va dépendre du type de modèle dont on s'occupe. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais revenir de façon plus détaillée sur ce problème de Duhem, à savoir le fait que le modèle vient comme un tout face aux données. Ces différents éléments sont solidaires face aux données, on ne peut pas les découper pour dire voilà, la raison de l'accord empirique, c'est telle hypothèse théorique. Non, ça peut être tel ajustement de paramètres ou tel schéma numérique qui correspond trop bien à ce qu'on veut faire au modèle. Donc je vais détailler ça dans la première partie. Ensuite, je proposerai en fait une typologie assez simple, relativement rudimentaire des modèles. Et je regarderai finalement quelles sont les conséquences diverses du problème de Duhem selon les types de modèles. Et puis à la fin, je présenterai un exemple, sans doute très particulier, mais qui fait bien ressortir en fait l'importance de cette, de la question qui entoure le rôle de l'accord avec les données dans la validation des modèles. Bien, d'abord, donc, je rentre un petit peu dans le détail de ce problème de Duhem. Donc, comme je l'ai dit, l'origine de cette question se trouve dans un livre relativement ancien qui s'appelle « La théorie physique, son objet, sa structure », dont je vous conseille vivement la lecture parce que c'est vraiment un très grand livre de philosophie des sciences écrit par un grand physicien chimiste et historien des sciences. Ce livre contient des choses parfois très surprenantes, mais reste vraiment d'actualité dans la philosophie des sciences contemporaines. Et ce que je vais faire là, je vais faire quelque chose que normalement on ne devrait pas faire. Je vais tirer un petit morceau de l'analyse de Duhem et je vais l'appliquer au modèle, alors que lui ne considère pas les modèles comme des outils légitimes de l'activité scientifique. Donc je vais faire une utilisation un peu détournée des thèses de Duhem, mais qui se fait couramment dans la littérature de philosophie des sciences actuellement. Donc voilà, c'est pas ce que dit Duhem, mais ce qu'on peut tirer de Duhem à propos des modèles, c'est que donc l'ensemble des composants d'un modèle, que ce soit les hypothèses théoriques qu'il compose, les idéalisations, les approximations, les schémas de calcul, voire même l'implémentation des schémas de calcul sur les machines, tout cela se tient donc de façon solidaire face au tribunal de l'expérience, c'est-à-dire face aux données. Donc, si on a un accord entre les prédictions du modèle, les résultats du modèle et les données, eh bien, on ne peut pas savoir ce qui, dans le modèle, est responsable de cet accord. C'est ce qu'on appelle le holisme de la confirmation. Et comme je vous le disais, quand on réussit au bout d'un certain nombre d'essais à obtenir un accord entre les résultats du modèle et les données dont on dispose par ailleurs, on peut difficilement attribuer cet accord, la responsabilité de cet accord, aux hypothèses théoriques que parfois on aimerait bien tester. Et donc il faut faire un travail supplémentaire pour essayer de dégager la responsabilité de l'ajustement des paramètres, par exemple, ou de certaines idéalisations trop grossières. Inversement, lorsque les résultats du modèle ne sont pas en accord avec les données, eh bien, on retrouve la même indétermination quant à la responsabilité au sein du modèle. On ne sait pas, quand on a désaccord, absence d'accord entre les résultats du modèle et les données empiriques, on ne sait pas si ce sont les hypothèses théoriques qui sont fausses, ou alors qui ne s'appliquent pas bien au cas considéré, ou alors si c'est le schéma de calcul qui est qui donne des résultats trop imprécis, ou alors, là encore une fois, l'implémentation qui sont en cause, et ça, on appelle ça le holisme de la réfutation.
Alors, j'insiste sur le fait que ce problème, tel qu'il est énoncé par Duhem pour les théories, est un problème de nature logique. Et le problème, il est que ce qu'on a à disposition comme test, comme élément pour évaluer la validité d'un modèle, ce sont les résultats du modèle. Et ces résultats, ce sont les conséquences logiques de l'ensemble du modèle, pas seulement des hypothèses théoriques. Et donc, du coup, on ne peut pas séparer les conséquences des hypothèses théoriques seulement. On ne peut pas séparer, quand on compare les résultats du modèle avec les données à disposition, on ne peut pas séparer les conséquences des modèles des conséquences de la machine, du travail de la machine, du schéma numérique. Donc oui, j'ai indiqué en violet ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que Duhem, lui, ne s'intéresse pas beaucoup aux modèles, sauf pour les critiquer, sauf pour en critiquer l'usage. L'usage des modèles s'est répandu lors de la génération d'avant Duhem, dans les années 1860-70. Et pour Duhem, ce sont des outils complètement superflus, éventuellement ce qu'on appellerait aujourd'hui des aides cognitives, mais il considère que les Britanniques ont beaucoup œuvré dans la constitution des modèles, mais c'est tout à fait, superflu pour les savants français qui manifestent un meilleur esprit géométrique et qui peut se passer complètement des modèles. Mais bon, indépendamment de cette considération historique, par la suite, au cours du XXe siècle, les considérations de Duhem sur les théories ont été volontiers appliquées à d'autres objets, non seulement les théories physiques, mais encore des théories plus générales, et également donc aux modèles. Bien, donc maintenant je passe à l'analyse de la notion de validation d'un modèle. Et j'insiste sur le fait qu'un modèle n'est jamais valide dans l'abstrait, mais toujours par rapport à un but qu'on s'est fixé et pour la résolution duquel on construit le modèle. Donc un modèle, contrairement aux théories d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui tient tout seul, indépendamment d'un but, indépendamment d'une tâche qu'on s'est fixée, mais dont la validité dépend justement de la question qu'on s'est posée. Donc la tâche qu'on s'est fixée ou la question qu'on s'est posée, ça peut être élaborer, produire des prédictions. Produire des prédictions numériques, comme dans les modèles de météo, ou alors concevoir une expérience, construire un prototype, trouver un nouveau chemin de recherche. On parle parfois de la valeur heuristique de certains modèles. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la notion de validité d'un modèle. C'est une notion qui est relative à un but. Ce n'est pas une notion qui vaut dans l'absolu, dans l'abstrait. Mais même si on prend en compte cette relativité de la validité d'un modèle par rapport à un but, ça ne remet pas en cause le problème logique de Duhem, puisque ce sont deux considérations à propos des modèles qui sont de nature différente. D'une part, une considération pratique, la relativité à un but, et d'autre part, un problème logique qui, encore une fois, concerne le rapport entre ce qu'on tire d'un modèle et les ingrédients du modèle, en quelque sorte. C'est ce rapport logique-là qui est en cause. Bien. Alors, maintenant, donc, j'ai parlé du problème de Duhem, de la notion de validation d'un modèle, validité d'un modèle, et j'introduis maintenant quelques éléments sur les modèles considérés. Ce que je dis là, donc mon but, notre but à Julie Gebel et moi, c'était vraiment l'analyse des modèles numériques, des simulations numériques, mais on peut, considérer aussi les modèles qu'on résout à la main, les modèles analytiques, tels justement ceux de Maxwell, de Kelvin, de tous les physiciens britanniques de la fin du XIXe siècle. Les problèmes sont semblables, mais ils sont renforcés dans le cas des modèles numériques, puisque c'est assez bien connu, assez intuitif, que c'est beaucoup plus facile
d'ajuster les paramètres d'un modèle numérique qu'ajuster les paramètres d'un modèle analytique, parce que tout simplement, ça prend beaucoup moins de temps de calcul. Donc le problème de Duhem, il est de même nature pour les modèles analytiques et pour les modèles numériques, mais il est plus aigu, en quelque sorte, pour les modèles numériques. Et pour aller un petit peu plus loin, j'introduis maintenant une distinction entre deux types de composants d'un modèle, ou deux types d'ingrédients d'un modèle. D'une part, les modèles conceptuels, que j'appelle conceptuels, qui renvoient à tout ce qui, dans un modèle numérique, permet de représenter le phénomène qu'on veut étudier. Donc, il va s'agir principalement d'hypothèses. Hypothèses théoriques dans lesquelles on va mettre des variables et des paramètres, comme je l'indiquais par la suite. Mais j'insiste sur le fait que dans un modèle, il n'y a pas seulement des éléments conceptuels en ce sens, donc qui servent à la représentation du phénomène, mais il y a également des ingrédients computationnels et ce sont ces ingrédients qui vont rendre le modèle utilisable, qui vont faire que le modèle va être utile, va permettre de résoudre la question qu'on s'est posée, de remplir la tâche qu'on s'est fixée, parce que justement dans le modèle, il y a des moyens qui permettent de faire des calculs. Donc plus précisément, parmi les ingrédients conceptuels des modèles, on trouve d'une part des éléments de description des propriétés des systèmes, donc les variables et les paramètres principalement, et qui sont, comme c'est bien connu, obtenus par une sélection des propriétés qui sont jugées aptes à réaliser la tâche assignée au modèle. Donc là j'insiste sur le fait que un modèle n'a jamais pour but une représentation exhaustive, évidemment, des propriétés d'un système, mais il y a toujours un effort de sélection, éventuellement de simplification, d'idéalisation, qui fait que la tâche de représentation, elle est toujours réalisée de façon partielle dans un modèle. Et puis par ailleurs, parmi les autres éléments que j'appelle conceptuels, dans les modèles, il y a les éléments qui permettent de représenter le comportement des systèmes, non seulement leurs propriétés, mais encore leur comportement, et ça, c'est en général donné par des équations qui, dans un modèle, n'ont pas vocation à valoir éternellement, mais à faciliter ou à rendre possible la réalisation de la tâche prévue. Alors, là, je fais juste une toute petite parenthèse. Si vous pensez à certains exemples de modèles qui semblent contredire ce qui est écrit ici. Par exemple, quand on parle du modèle standard en physique des particules, le modèle standard, il a quand même vocation à valoir assez longtemps. En tout cas, il vaut depuis assez longtemps, même s'il est discuté. Et puis, il ne semble pas relatif à une tâche particulière. Mais ça, c'est simplement dû au fait que le vocabulaire est assez fluctuant. On appelle modèle parfois ce que, du point de vue du rôle dans la constitution de connaissances, c'est plutôt une théorie. Et typiquement, le modèle standard joue plutôt le rôle d'une théorie plutôt que le rôle d'un modèle, au sens que j'ai dit, à savoir une représentation ou un ensemble d'éléments qui servent à une tâche particulière. Bien. Alors, un autre aspect important est que les équations, ou le choix d'ailleurs des variables et des paramètres, est souvent inspiré de modèles existants, parfois de théories existantes, bien établies, qui ne font pas de doute, qui ne sont pas objet de discussion, mais pas toujours. Et c'est justement dans le cas où on produit une nouvelle équation à titre d'hypothèse sur le comportement du système étudié, qu'on veut parfois vouloir l'attester par l'intermédiaire d'un modèle, et c'est là qu'on se heurte au problème de Duhem. Alors, maintenant, je passe aux ingrédients computationnels, que j'appelle computationnels. C'est un peu une sorte de chapeau pour rassembler tous les éléments dans un modèle, et en particulier dans un modèle numérique, qui ne servent pas à la tâche de représentation, mais qui servent à effectuer les calculs permettant de produire les résultats qu'on veut atteindre. Et j'insiste sur le fait que ça serait une erreur de réduire les modèles à des représentations, puisque sans les calculs, eh bien, les modèles ne disent rien en quelque sorte, ne remplissent pas la tâche qu'on leur a assignée. Donc on ne peut pas ignorer
ces éléments computationnels dans l'analyse des modèles et de la modélisation, sous prétexte que la tâche de représentation serait plus importante. Bien. Alors, maintenant, une fois que j'ai dit tout ça sur les modèles, je reviens à l'entreprise de validation en disant que, selon les cas, toutes les composantes d'un modèle n'ont pas le même rôle, ne sont pas sur le même plan quand on s'intéresse à l'entreprise de validation d'un modèle. Bon, comme j'y ai insisté, il arrive qu'on veuille chercher à tester, à valider des hypothèses théoriques, parfois des hypothèses explicatives. Mais il arrive aussi que, finalement, les hypothèses explicatives, on en soit sûr et qu'on n'ait pas besoin de les tester. En revanche, ce qu'on veut tester, c'est un nouveau schéma numérique, par exemple. Des exemples relativement récents, c'est quand on veut utiliser des schémas discrets, par exemple des automates cellulaires il y a une trentaine d'années, ou maintenant des schémas de Boltzmann sur réseau, pour faire de la physique des fluides. Les hypothèses, les équations fondamentales, on les connaît depuis longtemps, donc c'est pas ça qu'on va chercher à valider, mais on va chercher à valider la qualité du schéma numérique, par exemple. Et voilà, le problème, c'est que, en raison de ce qu'a repéré Duhem, il n'y a pas de moyen simple de faire l'un ou l'autre. On fait toujours les deux en même temps, où tous les éléments se retrouvent solidaires face à l'entreprise de validation. Et donc plus précisément, le poids des hypothèses théoriques, des hypothèses explicatives dans le succès d'un modèle peut être minoré par l'ajustement de la valeur de certains paramètres, par l'introduction d'hypothèses ad hoc qui sont, dont certaines peuvent être nécessaires à la réalisation du calcul, des simplifications. Par exemple, il y a des cas où vous savez bien que vous avez une dépendance quadratique, voire plus, mais si vous faites une équation quadratique, le temps de calcul devient monstrueux, donc vous allez simplifier et puis faire une dépendance linéaire. Ça va être moins bon, mais au moins vous allez pouvoir, le modèle va pouvoir produire des résultats. C'est ça que j'appelle des hypothèses ad hoc. C'est des hypothèses qui ne sont pas justifiées par la connaissance qu'on a, la connaissance théorique, voire empirique d'ailleurs, qu'on a du phénomène étudié, mais qui sont introduites pour que le calcul puisse être effectué. Et j'insiste sur le fait que l'introduction d'hypothèses ad hoc, elle est toujours pertinente, même quand on augmente les capacités de calcul, puisqu'on veut toujours avoir des modèles de plus en plus complets, et donc la course à la puissance de calcul, elle est toujours perdue parce que, et du coup, elle est toujours perdue parce qu'on veut avoir des modèles plus complets, et du coup, on est toujours dépendant de l'introduction d'hypothèses qui ne sont pas bien justifiées, mais qui sont là uniquement pour que le modèle puisse tourner. Donc c'est ça que j'appelle les hypothèses ad hoc. Bien, donc voilà, le point important, pour résumer, c'est que la validation des modèles et la validation des hypothèses qui les composent sont des entreprises différentes, et ce n'est pas parce qu'un modèle, les résultats d'un modèle correspondent bien aux données disponibles qu'on a validé les hypothèses théoriques qui y figurent. Vous pouvez peut-être avoir l'impression que c'est un problème de philosophe qui ne se pose pas dans la pratique, et les expressions que j'ai employées, qui sont les expressions canoniques dans ce domaine, holisme de la confirmation, holisme de la réfutation, peuvent éventuellement laisser penser qu'il s'agit d'un problème abstrait qui n'a pas de conséquences pratiques. Mais concrètement, le travail des modélisateurs consiste très souvent, et c'est très très difficile, à isoler, autant que faire se peut, les éléments qu'on veut vraiment tester, pour ne pas retomber dans le problème de Duhem, et ce consiste en quelque sorte à immuniser soit les hypothèses théoriques, soit le schéma numérique, soit autre chose par rapport au problème de Duhem. Alors, j'insiste encore une fois sur le fait que Duhem ne dit pas de choses comme ça. Pour lui, ça n'a pas vraiment de sens d'essayer d'immuniser des hypothèses stricto sensu contre le holisme. Et puis d'une part, et puis d'autre part, Duhem considère que le but de la science, c'est pas du tout d'expliquer les phénomènes, c'est de les résumer en quelque sorte dans des lois de plus en plus générales et d'arriver à produire les meilleures prédictions possibles. Donc Duhem ne se pose pas du tout des questions de ce type.
mais encore une fois, il est d'usage courant depuis plus d'un siècle, enfin, en fait depuis moins longtemps, mais il est d'usage courant de tirer du livre de Duhem, qui est encore une fois un livre très grand, très important, des petits morceaux comme ça qu'on utilise après pour d'autres buts que lui. Bien, donc maintenant, j'en viens à l'analyse des conséquences du problème de Duhem que je viens de présenter selon les types de modèles. Et je commence par donc une typologie relativement rudimentaire des modèles à partir de la prise en considération de deux chemins, de deux façons de construire des modèles. Et donc, je distingue une façon de construire des modèles à partir des données et une façon de construire des modèles à partir des théories disponibles. C'est relativement abstrait, relativement général, mais je pense que ça permet de faire une différence importante en fait, entre des modèles qui parfois sont mis les uns avec les autres. Donc d'abord les modèles qu'on construit à partir de données. Alors avec Julie Gebel, nous en avons identifié deux sortes. Les modèles purement statistiques qui ne contiennent aucune hypothèse sur les raisons des corrélations qu'on observe, par exemple. Typiquement, des modèles de big data dans lesquels vous avez des algorithmes qui vont repérer automatiquement les corrélations sont des modèles statistiques en ce sens. Vous pouvez peut-être avoir l'idée que dans beaucoup de modèles purement statistiques, en fait, finalement, l'usage, on introduit des hypothèses du fait même qu'on utilise certains outils statistiques. C'est vrai, mais il arrive que ces hypothèses ne soient pas des hypothèses substantielles au sens où elles ne disent pas grand-chose finalement sur les relations causales, par exemple, entre les différents éléments du phénomène. Bon, c'est peut-être une idéalisation de parler de modèles statistiques en ce sens-là, au sens où il ne contiendrait aucune hypothèse substantielle, mais même si c'est une idéalisation, ça indique un point, finalement, un type de modèle qui correspond peut-être à quelque chose, un type de modèle qui n'existe pas vraiment, mais on voit dans quelle direction ça peut aller. Parmi les autres modèles qu'on construit à partir des données, on peut distinguer les modèles phénoménologiques. Alors, c'est de même que le mot modèle, l'expression modèle phénoménologique est employée dans plein de sens différents. Ici, je l'emploie dans le sens suivant. Je l'emploie dans le sens où les régularités qu'on va introduire, les équations, grosso modo, qu'on va introduire dans le modèle, elles ne sont pas justifiées par des théories qu'on a par ailleurs. Elles sont juste justifiées par le but qu'on assigne au modèle. Donc, les modèles phénoménologiques en ce sens-là, ils reproduisent bien les données, c'est un peu leur raison d'être, mais pas parce qu'on les construit à partir de bonnes théories, plutôt parce qu'on on connaît bien les phénomènes en question et on arrive à produire les équations qui restituent bien les données. Bien. Alors, donc ça, c'est les modèles qui sont construits à partir des données. Et une autre grande catégorie sont les modèles qui sont construits à partir des théories. Donc là, on en a isolé deux types. Les modèles qu'on va appeler les modèles théoriques, et eux reposent sur de la connaissance théorique déjà établie. Je vous donnerai des exemples par la suite. Et parmi les modèles théoriques, on peut également repérer un type de modèle qu'on peut appeler des modèles formels, qui reposent plutôt sur, je dirais, la puissance des mathématiques qu'on a à disposition, qui sont souvent des modèles heuristiques, donc qui ne reposent pas sur une connaissance théorique, si vous voulez, sur une théorie physique déjà disponible, ou une théorie empirique en tout cas déjà disponible. Et un exemple de ça, c'est les équations de Lotka-Volterra, qui représentent les interactions entre population de proies et population de prédateurs. L'intérêt de ce modèle, bon, il est pas du tout, il n'est pas empirique au sens, il est empirique, mais il vient pas des données.
Mais sa fécondité, et la raison pour laquelle on l'emploie parfois en écologie, c'est à cause de ou grâce à la puissance de l'équation en question, plutôt que pour des raisons issues d'une théorie écologique fondamentale qui justifierait ces équations. Bien. Donc, quelques exemples des deux catégories qui vont le plus m'intéresser, les modèles phénoménologiques d'une part, les modèles théoriques de l'autre. Un exemple de modèle phénoménologique qu'on avait trouvé dans la littérature il y a quelques années, c'était un exemple de modèle phénoménologique des vagues et des mouvements de l'eau dans la rade de Brest, qui servait à construire en fait des coques de bateaux. Donc là, le but, c'était exclusivement de reproduire les données. Et il n'y avait aucun but, les équations qu'on mettait dans ce modèle n'avaient aucun but explicatif, et il s'agissait juste de reproduire les mouvements de la vague de l'eau dans la rade de Brest selon les conditions météo. Bien. Les modèles de circulation automobile qui permettent, par exemple, de savoir à quel moment on arrive à telle porte sur la rocade, c'est des modèles de plus en plus utilisés. Et là, on peut dire que ce sont des modèles phénoménologiques parce que l'accord empirique ne sert qu'au but prédictif. On ne va pas s'en servir pour modéliser le comportement des conducteurs, par exemple, dans d'autres circonstances. Donc, les hypothèses qu'on met dans les modèles de circulation, de trafic automobile, elles n'ont pas d'autre but que finalement arriver à prédire le mieux possible le temps de parcours. Bien, donc ça, c'est ce que j'appelle les modèles phénoménologiques. Alors, je vais prendre un exemple très simple de modèle théorique, un modèle de chute des corps qu'on va utiliser, par exemple, pour envoyer des satellites dans l'espace et éventuellement prédire l'endroit et le moment où ils vont retomber sur Terre une fois qu'ils seront fait leur usage et qu'ils auront été programmés surtout pour retomber sur Terre. Donc là, évidemment, quand on utilise la deuxième loi de Newton dans un modèle comme ça, le but, ça ne va pas être de la tester, parce que la deuxième loi de Newton, on connaît parfaitement depuis fort longtemps ses conditions de validité dans différentes circonstances. Donc, on va éventuellement l'utiliser dans des modèles, mais ça va être pour tester d'autres choses. Par exemple, telle idéalisation d'absence de frottement ou telle hypothèse sur la valeur du frottement de l'air, par exemple, dans telle circonstance. Donc là, c'est un exemple où l'hypothèse théorique, on ne sait pas du tout ce qui est en jeu dans la validation du modèle. Et parfois, donc, c'est le processus computationnel, le schéma numérique et l'implémentation qu'on cherche à valider. Et on a des exemples de ça en hydrodynamique, où, encore une fois, les équations fondamentales sont bien connues depuis longtemps, mais on peut chercher, une des grandes activités dans ce domaine, c'est de mettre au point de nouveaux schémas numériques, en particulier pour l'étude de la turbulence. Et là, finalement, dans certains cas, on utilise les résultats du modèle, et en particulier la visualisation des phénomènes de turbulence, pour vérifier si le schéma numérique ne conduit pas à des conséquences complètement absurdes. Bien. Alors, je me dépêche. Comme ce que j'ai dit jusqu'à présent peut le laisser entendre, l'accord ou le désaccord avec les données n'a pas la même signification dans les différents cas. Et comme j'y ai insisté, dans les modèles théoriques, même si un modèle théorique a des résultats qui ne sont pas en accord avec les données disponibles, souvent, selon la nature des hypothèses théoriques qu'on y a mises, qu'on a mis dedans, on va hésiter à rejeter ces hypothèses si on estime qu'elles sont bien validées par ailleurs. Et donc, finalement, dans les modèles théoriques qui reposent sur des théories bien établies, le problème de Duhem va être relativement peu grave. En revanche, dans les modèles phénoménologiques, là, on va en général être
on va se retrouver à devoir avancer à tâtons, puisque là, justement, les hypothèses théoriques qu'on met, ou les hypothèses qu'on met dans le modèle, elles ne sont pas validées par ailleurs. Donc là, on va essayer de les tester en validant le modèle, mais on va se heurter au fait qu'on est à l'aveugle, en quelque sorte, dans cette situation-là. Et ici, j'indique deux illusions, enfin deux portes de sortie dans lesquelles il ne faudrait pas tomber. Premièrement, l'illusion rétrospective. Souvent, quand on analyse des exemples de modèles, c'est des exemples passés qui ont été, triturés dans tous les sens, comparés à d'autres, et on les connaît bien, on connaît bien leurs différentes composantes, les raisons de leur validité, etc. Et donc ça, c'est ce que j'appelle, en suivant Van Fraassen, la perspective extérieure. On n'est pas dans le feu de l'action, en quelque sorte. On considère un modèle à froid de l'extérieur, mais c'est complètement différent, ça, de la situation dans laquelle on est en train de construire le modèle et on est en train de se demander ce qui ne va pas dans le modèle. Et là, on est à l'intérieur et on ne peut pas sortir pour regarder les choses de l'extérieur. Et voilà. Et donc, ça, c'est... on ne peut pas, quand on est dans le feu de l'action, on ne peut pas se mettre à l'extérieur et regarder, analyser un à un les composants du modèle, parce que, encore une fois, on n'a pas de renseignements, on n'a pas d'informations extérieures. Bien. Et une autre illusion que je dénonce comme une illusion, parce que ça a été proposé dans la littérature, ça serait d'imaginer qu'il y a des solutions miracles au problème de Duhem. Ce serait d'imaginer que certaines hypothèses ont certaines caractéristiques, par exemple qu'elles sont robustes, et ça les immunise contre le problème de Duhem. Mais, donc, encore une fois, la notion de robustesse, elle a été proposée en ce sens-là comme une propriété de certaines hypothèses qui les rend, encore une fois, insensibles à la contamination par les autres éléments des modèles. Mais malheureusement, on n'a jamais réussi jusqu'à présent à proposer une bonne caractérisation de la notion de robustesse qui lui ferait remplir ce rôle. Alors pour terminer, donc, j'introduis un exemple qui, je pense, a de quoi rendre un petit peu perplexe. C'est un exemple, c'est une version computationnelle, une version numérique d'un modèle assez célèbre de morphogénèse, donc qui explique par exemple la distribution des taches sur le pelage des léopards ou la distribution des raies sur le pelage des zèbres, qui a été proposé donc en 1952 par Turing, donc évidemment, enfin pas évidemment, mais il se trouve qu'à l'époque ce n'était pas un modèle numérique. Et ce modèle a été repris relativement récemment dans un cadre numérique et donne des résultats assez spectaculaires. Donc là, pour expliquer la distribution des tâches donc sur une espèce de poisson, mais on peut l'utiliser pour d'autres animaux. Ce qui est remarquable, c'est que ce modèle, à l'origine, introduit des facteurs explicatifs fictifs que Turing appelle les morphogènes et qui se propagent et à propos desquels Turing imagine un mécanisme de diffusion, donc pour expliquer les tâches, la distribution par exemple des tâches sur le pelage du léopard. Encore une fois, j'insiste sur le fait que à l'origine comme maintenant, ces morphogènes, ces éléments explicatifs sont complètement fictifs. Plus exactement, l'état de la connaissance est tel qu'il n'y a absolument aucune raison de supposer l'existence de tels morphogènes. Et par ailleurs, on sait bien qu'il y a des processus de diffusion dans la morphogénèse, mais pas tels qu'ils puissent expliquer de cette façon-là les tâches du pelage du léopard, par exemple. Mais ce qui est, encore une fois, remarquable dans cet exemple, c'est que ce modèle est en parfait accord avec les données. Il semble parfaitement reproduire la constitution de l'apparence de la distribution des couleurs sur le poisson ou sur certains mammifères. Et là, l'accord empirique pose un vrai problème parce qu'on peut vraiment se demander comment on doit l'interpréter au vu de ce que j'ai dit jusqu'à présent.
l'accord empirique ici semble aller complètement à l'encontre des théories ou des connaissances, des meilleures connaissances qu'on a aujourd'hui. Et donc, on a deux options qui sont satisfaisantes ni l'une ni l'autre. D'une part, considérer cet exemple-là comme, comme instantiant une coïncidence sans signification, soit aller de l'avant et considérer que c'est une bonne indication pour poursuivre des recherches visant à chercher l'équivalent des morphogènes qui opéreraient par diffusion-réaction au cours du développement. Et je termine avec cet exemple qui me semble, cet exemple qui éclaire un aspect dont je n'ai pas parlé dans l'exposé, parce que voilà, ce que j'ai fait, c'est de proposer une analyse épistémologique de la validité des modèles. Mais là, avec cet exemple, j'indique simplement le fait que cette question de la validité des modèles, elle doit se poser aussi dans un processus historique de long terme, en fait, dans lequel on prend en compte finalement l'évolution des connaissances. Donc voilà, je voulais indiquer cet exemple, déjà parce qu'il me semble assez spectaculaire, et d'autre part, pour indiquer une façon de compléter ce que j'ai dit jusqu'à présent. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour la clarté de l'exposé. Je pense qu'il parlera... Je peux parler au nom des physiciens, en tout cas, il parlera beaucoup à nos collègues parce que l'Institut de physique est composé à la fois d'expérimentateurs, de théoriciens, et qu'aujourd'hui, tout le monde essaie d'avoir dans ses articles à la fois des résultats expérimentaux et soit des modèles théoriques, soit des théories qui appuient les modèles. Je pense que tout le monde sera très, très sensible à ce que vous avez dit. Je vous propose avec Yuna de vous distribuer le micro pour les questions que vous pourriez avoir. On a un peu de temps, c'est fait pour ça, hein, pour échanger maintenant. Donc voilà, il suffit de lever la main et on vient vers vous pour... Il y a un deuxième micro, Yuna, normalement, là-bas, si tu veux. Comme ça, on peut discuter. Est-ce qu'il y en a qui ont des premières questions à poser? Oui, Hervé, j'arrive. Bonjour, merci pour l'exposé. Oui, bien sûr, je partage le point de vue d'avoir que l'accord d'un modèle et des données ne va pas obligatoirement justifier les hypothèses qui étaient au départ. Je voudrais juste faire un commentaire, enfin des remarques. Je ne sais pas si la situation de modèle est la même. Je pense à deux choses un peu en physique. Il y a des situations où les propriétés dépendent beaucoup des détails et des défauts, par exemple, des choses comme ça. Puis il y en a d'autres où on a un comportement universel. Je pense par exemple à tout ce qui concerne les comportements des phénomènes critiques, ou aussi de ce qu'on appelle maintenant l'ordre topologique correspondant au prix Nobel de cette année. Et là, j'ai l'impression que la situation de modèle est différente. Par exemple, dans le cas des phénomènes critiques, un modèle extrêmement simple dans lequel il n'y a plus aucun détail, c'est le modèle d'Ising, et c'est quand même un modèle qui a décrit énormément les choses, du fait de l'universalité des phénomènes. Oui, alors merci pour cette question. C'est un des types de modèles dont je me suis en fait gardée de parler parce que c'est des modèles vraiment difficiles à analyser, qu'on va appeler éventuellement des modèles simples, dont certains correspondent à effectivement ce qu'on appelle des caractéristiques universelles ou des classes d'universalité, des choses comme ça, mais pas forcément tous. Et ces modèles sont particulièrement difficiles à analyser parce qu'il me semble qu'ils ont quelques points communs avec les équations de Volterra que je mentionnais. Leur fécondité tient beaucoup à leurs caractéristiques mathématiques, en fait. Ils ont une certaine fécondité mathématique. Ils sont tels qu'on peut tirer plein de choses alors qu'ils sont simples, en quelque sorte. On peut tirer plein de résultats alors qu'ils sont simples, mais on ne sait pas exactement à quoi correspondent leurs propriétés mathématiques. Donc, à quoi correspondent empiriquement leurs propriétés mathématiques. Je pense que le modèle d'Ising, c'est un bon exemple, parce que le modèle d'Ising a 2 dimensions, par exemple, qu'on sait résoudre intégralement, qu'on sait résoudre exactement,
d'une certaine façon, ce qu'on sait surtout, c'est qu'il est complètement idéalisé. Et donc, on ne sait pas exactement... on est très content d'avoir un résultat exact. Oui, ça, c'est une autre caractéristique quand je parlais de la fécondité des modèles simples, c'est ça. C'est que, pour certains exemples, on a des résultats exacts et on est content quand on a des résultats exacts parce que pendant des siècles, finalement, pour savoir trouver la solution exacte d'une équation, c'était une sorte de Graal parce qu'il y en a tellement peu et ça donnait une sorte de norme finalement. Aujourd'hui, c'est un peu différent avec les ordinateurs. Mais en tout cas, beaucoup de modèles simples sont tels qu'ils permettent d'obtenir des solutions exactes en vertu de leurs propriétés mathématiques. Mais ce qui est délicat à comprendre, c'est finalement quel est le rapport entre cette puissance mathématique et les propriétés physiques du modèle. On n'est pas sûr de savoir exactement comment expliquer ça. Et donc, pour moi, ces modèles simples, c'est la catégorie dont j'ai pris bien soin de ne pas parler parce que c'est particulièrement difficile, je trouve. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Merci. Bonjour, merci pour l'exposé. Donc moi je suis informaticien, donc du coup je suis un peu à l'intermédiaire entre le modèle théorique et le modèle computationnel. Et donc du coup naturellement moi je fais cette distinction et on enlève entre guillemets une partie de ce problème de Duhem en disant, enfin nous en ayant en tout cas conscience de la séparation qu'il faut faire ou du lien justement qui peut lier ces deux aspects des modèles. Et du coup, une réflexion que je me fais, c'est que quand on conçoit des modèles, derrière, on fait ce qu'on appelle des analyses de sensibilité. Et est-ce que ça, c'est une réponse justement implicite par les chercheurs pour justement essayer d'aller vers une résolution de ce problème? Oui, absolument. En fait, dans tout le travail, de validation, d'examen critique du code dans l'ensemble, en fait, tout ce travail-là, qui est connu pour être extrêmement difficile, c'est exactement ça. Ça consiste à essayer d'isoler, à essayer de repérer les problèmes potentiels, à les isoler du reste. Et c'est donc par des analyses de sensibilité, par des techniques de vérification et validation, des choses comme ça, où on essaye, par exemple, dans les techniques de vérification et validation, on essaye de séparer dans le code ce qui relève de la cohérence du code lui-même, en quelque sorte, indépendamment de sa relation au phénomène étudié. Et donc, c'est ce qu'on appelle la vérification. Et par ailleurs, la validation, c'est l'accord avec les données ou l'accord avec ce qu'on sait par ailleurs sur les phénomènes. Et toutes ces techniques-là, qui constituent quand même le gros du travail, eh bien, c'est exactement ça. Elles ont pour but d'essayer de séparer les choses qui sont mélangées. Mais la grosse difficulté, c'est que le code, il est illisible. Il est très difficilement lisible. On n'arrive pas à vue, en quelque sorte, et même en y passant beaucoup de temps, c'est extrêmement difficile, justement, de séparer les différents éléments parce qu'ils sont toujours plus ou moins en relation les uns avec les autres. Et ça fait partie de la difficulté spécifique des modèles numériques. Et évidemment, dans les modèles analytiques ou des modèles qu'on résout à la main, on a moins cet aspect-là parce qu'on n'a pas l'étape du code, en quelque sorte, de cette écriture particulière. Mais, comme je le disais, cette étape-là, ça renforce les difficultés, mais ça n'en change pas leur nature. Mais on les voit particulièrement bien, en fait, quand on s'intéresse au code, justement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. De
de mon perspective, je pense, Duhem, peut-être c'est aussi lié à l'époque où il écrivait, il regarde trop le modèle comme une boîte noire où on met quelque chose dedans, il y a quelque chose qui sort et on fait un jugement sur le tout. Mais concrètement, par exemple, dans un programme numérique, si on pense, par exemple, à une application avec des éléments finis, par exemple, où il y a beaucoup de calculs sont faits, il y a beaucoup de travail, par exemple, en maths appliquée, sur la convergence de schémas analytiques, de schémas numériques, etc. Et des gens qui font leur thèse en analysant la méthode de calcul. Okay? Donc, on a deux étapes. On a l'hypothèse théorique, okay? Et après, on a la méthode de résolution. Et entre l'hypothèse théorique et la méthode de résolution, c'est une question de maths appliquée qui, j'imagine maintenant, peut-être pas à l'époque où Duhem écrivait, qui est très bien étudiée. Non pas que toutes les applications. Et je pense qu'il faut en fait prendre en compte. Je ne sais pas, peut-être c'est un abus aussi de l'époque qu'il écrivait. Il faut aussi prendre en compte que ce genre de travail existe en fait. Oui, non, mais de mathématiciens, d'analyser comment fonctionne la méthode numérique. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est exactement ce que j'ai. On peut transposer là ce que je viens de dire sur l'aspect vraiment informatique, l'aspect codage, à l'analyse numérique. Effectivement, ou les mathématiques appliquées, si vous voulez. On a des domaines qui se sont constitués, soit récemment, soit il y a plus longtemps, précisément pour essayer, encore une fois, de découper les choses dans le tout. Et donc ça, je suis entièrement d'accord avec ça, mais je pense que la difficulté subsiste pour deux raisons. Pour la raison théorique, logique que j'ai dite, et encore une fois, voilà, le travail des modélisateurs, des informaticiens, des mathématiciens est consacré en partie à essayer de déblayer, en quelque sorte, à essayer de séparer les choses, les différents éléments les uns avec les autres. Et donc, voilà. Mais donc, il y a une raison, encore une fois, la raison logique pour laquelle c'est difficile. Malgré tout, ça reste difficile. Il y a une autre raison pour laquelle le problème se pose, c'est que dans certains cas, finalement, le modélisateur va utiliser des éléments de modèle qu'il va trouver dans des bibliothèques, qu'il ne va pas savoir analyser tout seul. Et là, l'image de la boîte noire reprend vie en quelque sorte depuis voilà, quelques, je sais pas, 20 ans, 30 ans, depuis qu'il est devenu facile de construire des modèles, de coder, en utilisant des éléments qu'on n'a pas construits soi-même. Donc en agrégeant des éléments qu'on ne contrôle pas complètement. Et là, l'aspect boîte noire et du coup la sensibilité au problème de Duhem augmente. Finalement, les modèles qu'on construit tout seul, pas à pas, en contrôlant chaque ligne de code, sont extrêmement rares. Maintenant, il y a énormément de modèles qui sont construits de façon collective, et non seulement collective, mais impersonnelle, au sens où on n'a pas d'interaction forcément avec celui qui a écrit telle partie du code. Et ça amplifie dans la vie quotidienne, en quelque sorte, ça amplifie considérablement le problème, parce que voilà, on introduit un petit module et on ne sait pas toujours exactement comment ce module va interagir avec les autres. Et ça participe du problème de Duhem, nouvelle vague en quelque sorte. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. En traitement d'analyse, en traitement de statistique des données ou du signal, il y a des approches qui s'appellent longueur minimale de description ou minimisation de la complexité stochastique. C'est des gros mots, mais pour dire en gros, c'est des méthodes qui s'inspirent d'un principe un peu épistémologique qui est de simplification des hypothèses, qui s'appelle le rasoir d'Occam, typiquement, qui dit entre deux modèles, je vais prendre celui qui suppose le moins d'hypothèses. Et donc c'est une transposition
mathématique ou presque algorithmique de ce principe un peu philosophique. Et ça donne d'assez bons résultats pour l'analyse des données. Et je me demandais si c'était relié d'une façon ou d'une autre à ce que vous avez exposé. Oui, alors c'est relié à ce que j'ai dit à propos des modèles statistiques, mais je suis passée un peu vite. Je vous ai dit, il y a une façon de construire des modèles. À partir des données, on essaie de repérer les corrélations dans les données. Et souvent, ce qu'on dit, c'est que voilà, le simple choix de tel modèle statistique, ça contient en fait des hypothèses implicites. Donc on ne peut pas dire que les modèles statistiques ne contiennent aucune hypothèse. Et en fait, les méthodes dont vous parlez, c'est des méthodes pour minorer ce problème, minorer l'introduction d'hypothèses implicites qu'on ne contrôlerait pas. Donc effectivement, c'est pour ça que je disais, les modèles statistiques, peut-être que ça n'existe pas vraiment au sens pur, parce qu'on a toujours des hypothèses implicites dedans, mais effectivement, une évolution récente des statistiques, et en particulier tout ce qui est lié au big data, ça consiste à essayer d'éliminer au maximum ce genre d'hypothèses implicites. Et donc oui, c'est complètement lié. Là, voilà, il y a des discussions pour savoir, une discussion assez importante, c'est de savoir si on réussit à éliminer des hypothèses ou si par hasard on n'en introduit pas d'autres avec ces nouvelles méthodes. Oui, parce que d'ailleurs, ce principe d'Occam, il est complètement empirique. Je veux dire, c'est le cerveau humain qui se dit que c'est la bonne chose à faire. Non, justement, ce n'est pas empirique du tout. C'est un présupposé commun, mais qui est difficile à justifier par autre chose. Mais ça peut être parfaitement justifié par des raisons de coût de calcul ou de temps de calcul. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion. Mais en lui-même, c'est-à-dire dans l'absolu, quand on ne compare pas à d'autres considérations, on n'est pas forcé de l'accepter sans discussion, on va dire. Merci. Oui, merci. Alors, dans ce que vous avez présenté, j'ai l'impression qu'on cherche à qualifier l'accord modèle sur des données, l'accord de modèle sur des données, mais les données, on les considère comme vraies, alors qu'elles n'arrivent pas toutes seules comme ça, les données. Elles passent par des instruments de mesure, des calibrations, des statistiques, des opérateurs, et elles ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Et je voulais savoir un petit peu comment tous ces paramètres, qui sont du coup inclus dans ces données, mais qui ne sont pas constitutifs du modèle qu'on cherche à qualifier, et bien comment tous ces paramètres sont pris en compte justement dans l'analyse du modèle. Là, ce que vous dites, c'est en fait, ce que vous proposez, c'est d'étendre le problème de Duhem aux données. Et c'est tout à fait légitime. Les données souffrent aussi du problème de Duhem parce qu'en général, on utilise des instruments relativement sophistiqués maintenant pour les produire, qui sont construits à partir de théories. Par ailleurs, la plupart des données, elles sont traitées informatiquement avec des algorithmes qui contiennent parfois des hypothèses implicites. Donc, effectivement, la production de données fait partie du problème de Duhem. Et ce que j'ai fait là, c'est que j'ai, d'une certaine façon, considéré qu'on pouvait isoler les données des modèles, ce qui, dans certains cas, est malgré tout légitime. Quand la production de données ne dépend pas du tout des hypothèses que vous avez mises dans le modèle, ou que les instruments sont vraiment déconnectés, c'est pas... je pense qu'il n'y a pas énormément de cas comme ça, mais... comment dire, je pense que si on prend... Enfin, comment dire ça ? Du point de vue strictement logique, c'est le même problème et les données participent du problème, et du coup c'est encore pire. Mais dans la pratique, je pense que si on est attentif aux évolutions des techniques et au fait que certaines techniques d'acquisition de données sont considérées comme non problématiques, une fois qu'elles se sont stabilisées en quelque sorte, eh bien vous pouvez considérer que les données qui en proviennent, vous pouvez les considérer comme non problématiques. Alors, il peut y avoir des erreurs dedans, elles peuvent être grossières, simplifiées, etc., mais elles ne vont pas participer du même problème de Duhem en quelque sorte que celui de votre modèle. Et
Bon, si on ne pouvait pas faire ça, si on ne pouvait pas idéaliser un peu, c'est-à-dire séparer le problème de l'UM qui concerne les données du problème de l'UM qui concerne les modèles, on n'avancerait pas beaucoup. Donc, c'est ce que j'essaye d'indiquer en parlant de la dynamique, en fait, de l'activité scientifique. Il y a des phases de stabilisation, malgré tout. Vous pouvez... Comment dire ? Certes, au moment où vous introduisez un instrument nouveau, qui repose sur des hypothèses parfois pas bien comprises ou pas bien raffinées, dans ce cas-là, effectivement, la qualité des données n'est pas garantie. Mais au bout d'un certain moment, malgré tout, le fonctionnement, le fonctionnement de l'instrument, l'interprétation des données, ça va se stabiliser et on va pouvoir isoler en fait les données acquises de cette façon-là du problème de DUEM. Mais il peut arriver que le problème ressurgisse justement à l'occasion de la comparaison entre les résultats d'un modèle bien stabilisé, qu'on a utilisé plein de fois et dont on est à peu près sûr, et puis des données, et ça va pas correspondre, et le problème va peut-être être dans les données. Donc voilà, ma réponse est en deux aspects, si vous voulez. Dans l'abstrait, du point de vue logique, l'acquisition de données, la production de données participent du même problème. Mais dans la pratique, je pense que c'est important de faire droit au fait que il y a certes des étapes où la production de données, des étapes où la production de données est problématique, mais il y a aussi des étapes où la production de données est suffisamment stabilisée pour que finalement on puisse mettre une barrière au problème de l'UM. Voilà. D'autres questions ? Je me permets du coup juste un commentaire, question aussi. Par rapport au modèle, il y a aussi la possibilité d'avoir plusieurs expériences qui mesurent des grandeurs différentes et qui vont pouvoir peut-être, non pas isoler forcément une des hypothèses théoriques, mais peut-être localiser en tout cas des choses qui seront jugées comme plus robustes parce que permettant de reproduire deux expériences qui mesurent des grandeurs différentes. Et souvent, c'est vrai que les expériences mesurent une grandeur qui est la suite de différentes étapes élémentaires qu'on ne voit pas par l'expérience. On voit un résultat final qui dépend de plein d'autres choses physiques, même à l'intérieur. Mais si on croise des expériences, on peut aussi, du coup, peut-être un peu découper au moins certaines des hypothèses qui sont faites dans les modèles. Oui. Est-ce que vous avez des Alors, c'était le transparent d'après. Plus généralement, en fait, la validation d'un modèle, elle est rarement faite toute seule. En fait, je pense que elle participe à un processus plus large de comparaison entre différents modèles. Et là, effectivement, c'est la comparaison entre différents modèles et le processus de sélection qui accompagne ça, elle complète en fait le processus de validation. Oui, je suis entièrement d'accord. Oui, absolument. Mais parfois quand même, on n'a qu'un modèle. C'est pas dans tous les cas qu'on peut effectivement utiliser plusieurs modèles pour résoudre la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Je voudrais savoir si un des buts de votre travail, c'est au final d'être capable de faire des recommandations sur l'utilisation des modèles. Bon, non, parce que ça serait très très présomptueux. En revanche, un but assez, comment on pourrait dire ça, appliqué en quelque sorte, c'est de participer de façon informée à la discussion sur les modèles climatiques. Parce que, certains arguments des climato-sceptiques reposent sur une critique des modèles. Cette critique, en général, la plupart du temps, n'est pas du tout justifiée, mais c'est important de regarder un peu dans le détail pour voir, pour trouver des réponses ou pour être bien au clair sur ça. Donc, ça répond en partie à la question.
Très bien, pour finir dans les temps aussi, et après toute cette discussion, je vous propose qu'on remercie de nouveau Anouk Barberousse pour son exposé. Merci.